quel avenir pour le football burkinabé pourrait-on dire? Voici donc la question essentielle qui fera l'objet donc de notre entretien du jour. On n'oubliera pas de parler de justice aujourd'hui parce que si nous ne le faisons pas, certainement que les téléspectateurs vont se poser mille et une questions. Aujourd'hui, dans l'émission Le Grand Déballage, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Sita Sangaré. Il est le président de la Fédération burkinabé de football. Mon colonel ou encore Monsieur le Président, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à Burkina Info, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Je signale par ailleurs que vous êtes le directeur de la justice militaire au Burkina. Alors, Sita Sangaré, on va aller droit au but. Avec vous, on va parler football en grande partie. On sait que la Fédération burkinabé de football a tenu son assemblée générale annuelle, c'était le 7 novembre 2015 dans la ville de Fada. Plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment la désaffiliation des clubs qui ne participent pas régulièrement aux activités de la fédération. Alors, cette question, il y a des clubs qui ont trouvé que c'était quand même arbitraire de la part de la Fédération burkinabé de football. C'est normal, hein. Vous savez, quand vous prenez des mesures, il y a toujours des gens qui trouvent à redire. Mais je pense qu'une fois que c'est une décision de l'Assemblée générale, tout le monde doit la respecter. C'est ça le principe de la démocratie. Vous pouvez avoir des opinions minoritaires, mais là, sur ce point, je dois dire que l'écrasante majorité des participants à l'Assemblée générale ont trouvé que c'est une mesure très pertinente et qu'il fallait y aller. Concrètement, c'est quoi? Vous avez des clubs qui viennent à chaque assemblée générale qui demandent à être affiliés à la Fédération burkinabé de football. C'est au regard d'un certain nombre de critères. C'est même une bonne affaire pour vous de savoir qu'il y a des clubs qui vous rejoignent. Tout à fait, tout à fait. C'est parce que ça témoigne de la vitalité en réalité du football dans notre pays. Mais nous voulons aussi être réalistes parce qu'il ne s'agit pas d'être affilié et puis après disparaître. Ça, ce n'est pas non plus intéressant. Nous avons dit que nous allons faire le point chaque année. Nous regardons si sur 2 ans, nous avons des clubs qui n'ont participé à aucune activité de la fédération, nous allons pratiquer et nous allons procéder purement et simplement à leur désaffiliation. Ça voudrait dire que soit ils ne sont pas prêts, soit que en vérité ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ou alors, bon, en tout cas, vous vous inscrivez pour participer à des activités et finalement vous avez ces occasions et vous ne participez pas. Donc, vous attendez juste parce qu'il y a des clubs comme ça, ils ne sont là que pour participer aux assemblées générales. Mais qu'est-ce que ça donne en termes de retour, de revenus? Est-ce qu'on gagne particulièrement quelque chose? Quand vous dites qu'ils ne sont là que pour participer aux assemblées générales? Oui, parce que vous savez, l'assemblée générale, c'est la plus grande instance de la fédération où tout se décide. Donc, vous avez des gens qui, en réalité, ne sont pas présents sur le terrain et qui viennent, qui disposent d'un pouvoir de vote. Ça, justement, voici la question qui fâche parce que ça peut être justement un outil de marchandage au niveau des élections, au niveau de la Fédération burkinabé de football. Non, nous n'avons pas vu cela du tout comme ça. Vous avez parlé de pouvoir de vote. Le droit de vote, c'est un élément très important. Tout à fait, c'est un élément important. Mais vous avez des gens, logiquement, ne doivent participer au vote que les membres actifs. Même dans les associations, c'est ainsi que ça se passe. Et la fédération, c'est une association. Et donc, si nous avons des membres qui ne sont pas actifs, nous avons commencé d'ailleurs à faire le point et nous n'avons pas voulu aller directement parce que c'est la première année d'application. Après l'Assemblée générale, nous avons dit que nous allons simplement suspendre d'abord dans un premier temps ces clubs-là qui n'ont participé sur 2 ans à aucune des activités de la fédération. Vous en avez combien aujourd'hui après avoir fait votre recensement? Non, bon, comme ça, je n'ai pas le point exact. Je veux dire, le nombre de clubs au Burkina Faso, de par les enquêtes qui ont été menées par la fédération, mais également ceux-là qui sont venus vous voir pour faire partie justement de cette association. Non, vous savez, actuellement, au Burkina Faso, nous avons 16 clubs en première division. Nous en avons 32 en deuxième division. Et en deuxième division, en troisième division, nous avons une flopée de clubs. Ce qui est sûr, c'est un nombre indéterminé. Indéterminé, parce que nos textes disent que tout club qui s'affilie à la Fédération burkinabé de football est reversé en troisième division. Et donc, comme nous procédons chaque année à des affiliations, ça posait un certain nombre de problèmes. Et nous avons remarqué que, bon an, mal an, lorsque nous organisons des activités pour la troisième division, nous avons régulièrement une 50aine de clubs. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça c'est les clubs masculins. Vous voyez? Et donc là, chez les clubs masculins, vous avez en gros donc 50 plus 32, ça vous fait 82, plus 16, ça nous donne 98 clubs au moins. Monsieur le Président, vous parlez des clubs de quartier ou des clubs même régulièrement constitués? Non, je parle des clubs régulièrement affiliés à la fédération. 82, c'est quand même énorme. Oui, bon, ça dépend des divisions. Oui. Dans l'élite, en première division, vous en avez 16. Et en deuxième division, vous en avez 32.
Et en troisième division, vous en avez une cinquantaine qui participent régulièrement aux activités. Faisons une escale sur la troisième division. On a l'impression que finalement des jeunes de quartier peuvent se constituer, aller s'affilier à la fédération et vous les classez automatiquement au sein de la troisième division. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Lorsque vous décidez de vous constituer, c'est possible, hein. Au niveau d'un quartier, vous pouvez vous constituer en une équipe. Vous allez vous constituer un dossier et vous déposez au sein de votre ligue. Normalement, c'est parce que vous savez, nous sommes organisés actuellement en ligue. Les ligues sont les démembrements de la fédération au sein des régions. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 12 ligues. Et si vous voulez vous constituer en équipe, vous déposez votre dossier au sein de votre ligue. Logiquement, c'est la ligue qui analyse les dossiers, qui voit si c'est pertinent et elle transmet ça à la fédération, qui procède à une vérification au niveau du secrétariat général de la fédération avant d'envoyer ça à l'Assemblée générale, qui est l'organe habilité à prononcer l'affiliation d'un club. Au-delà de tout, on peut reconnaître tout de même le mérite à ces clubs amateurs, on pourrait le dire ainsi, parce que généralement on a eu de bons crus à partir de ces clubs-là. Tout à fait, c'est pour ça, et vous savez, en matière de football, le talent se trouve un peu partout. Donc vous avez des équipes de quartier, ma foi, qu'on connaît, et qui créent de grands problèmes, hein, aux grandes équipes de notre championnat. On le voit très souvent à la Coupe du Faso tout de même. Hein. Vous avez l'USO, qui est un vieux club, mais c'est le club, historiquement, c'est le club de l'Arlé. Bon, vous avez le Santos, qui est quand même catégorisé au niveau des Angouétins, quelque part, qui se comporte quand même très bien. Et vous avez d'autres clubs comme ça, et même à Bobo, vous avez les équipes. Donc, on ne peut pas refuser, pour peu que les gens soient bien organisés, s'ils déposent un bon dossier et qui est accepté par leur ligue et accepté par le secrétariat et validé par l'Assemblée générale, nous pensons qu'il n'y a pas de problème. L'un des reproches majeurs qu'on formule régulièrement à l'encontre de la fédération, c'est que vous avez trop mis l'accent sur les clubs de l'élite et abandonné les clubs de la base. Alors que très souvent, on sait qu'au niveau de l'élite, les choses sont bien ficelées. L'organisation devrait partir de la base vers le sommet. Bon, je pense que c'est une méconnaissance. Ceux qui formulent ces critiques ne se sont pas réellement approchés de la fédération pour comprendre. Parce que lorsque nous arrivions justement à la tête de la fédération, voilà, la D3, c'est une catégorie qui était royalement ignorée, qui n'avait aucune compétition. Nous avons eu à cœur d'organiser cette catégorie-là. Et aujourd'hui, le championnat de D3 se déroule normalement. Ils désignent leurs meilleurs éléments qui montent en deuxième division et les plus mauvais de la classe en deuxième division descendent en troisième division. Nous sommes vraiment fiers d'avoir pu organiser le championnat là-bas. Un championnat royalement méconnu, on en parle très peu. Est-ce que vous avez mis les moyens? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est fier, alors que dans le fond, il n'y a pas assez de moyens pour accompagner ces clubs amateurs. Vous savez, quand je regarde, depuis que nous avons commencé l'organisation du championnat de troisième division, vous avez quand même un club comme Salitas qui, la dernière fois, a terminé championne quand même de la D2 et qui est monté, et de la D3 et qui est monté en D2, qui s'est d'ailleurs très bien comporté cette année au championnat de deuxième division. Et qui fait de bons résultats en Coupe du Faso. Voilà. Vous avez également le cas de Raimo qui venait, qui est monté et qui cette année va monter en première division. Donc c'est pour dire que pour la question de la médiatisation, vous savez, le football, c'est une discipline sportive qui exige quand même beaucoup de moyens. Nous passons, quand vous regardez, c'est déjà un sacrifice, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est une catégorie qui n'était pas du tout organisée. Nous avons eu à cœur de l'organiser. Bon, maintenant, pour la médiatisation, ça viendra. Je conviens avec vous que peut-être que ce n'est pas tout à fait bien médiatisé, mais je sais que la cellule communication de la fédération fait des efforts à ce niveau, même si ce n'est pas encore tout à fait perceptible, mais je prends bonne note de cette remarque et je pense que nous travaillerons à ce que ce soit beaucoup plus visible, mais les acteurs terrain, eux, l'apprécient vraiment. Parlons du désintéressement même de ces clubs de 2-2 et de 2-3. Quel est le budget que vous allouez à ces championnats? Est-ce que vous donnez des montants au club, comme on le voit à la première division, ou bien là, c'est le club qui se débrouille avec un montant forfaitaire annuel que vous donnez? Non, vous savez, en deuxième division, pour la question que vous posez, nous donnons bien entendu une subvention annuelle qui est certes faible, mais nous donnons annuellement 2 millions à chaque club de deuxième division. Et en plus... Ça ne peut même pas tenir pour la moitié de la saison. Mais quand on veut être réglo envers les joueurs, quand on veut s'occuper un peu des équipements, bref, tout ce que cela comporte.
Certes, mais vous savez, quand nous arrivions à la tête de la fédération, cette subvention était de 750 000 francs. Et nous avons fait l'effort, aujourd'hui, l'amener à 2 millions. Et en plus de cela, nous disons que nous payons les frais de déplacement de toutes les équipes. Frais de déplacement et d'hébergement. Nous donnons un forfait en plus des 2 millions. Et avec les efforts conjugués au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, des efforts de la part de l'État, il y a une bourse de l'ordre de 10, enfin, grosso modo, ça devrait faire 10 millions pour chaque club de deuxième division sur l'année. Parce que pour les 10 mois que dure le championnat. Ok. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement jusqu'à un certain niveau, mais on se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui ont appelé des bobos pour dire qu'il y a un club de deuxième division qui allait dans une ville comme on l'appelle Léo, et ils sont allés dormir dans des maisons closes pratiquement, et le reproche était formulé à l'encontre de la fédération où les gens n'avaient même pas un endroit pour dormir. Bon, vous voyez bien que c'est totalement à tort. Vous savez, normalement, je pense que nous allons arriver à ce niveau. Un club, lorsqu'il est créé, il doit être autonome. Vous savez, c'est parce que c'est chez nous, on gère tout un peu de manière familiale. Sinon, un club qui évolue dans l'élite, en début de saison, il doit déposer son budget pour analyse. Et on regarde, si le budget ne lui permet pas de participer au championnat, on le rétrograde immédiatement. C'est ce qui se fait dans les pays développés. Mais chez nous, au Burkina, nous essayons de gérer, mais il ne faut pas que l'amalgame soit opéré où on croit qu'il suffit de créer votre club. C'est ça justement, vous voyez, il y a beaucoup de clubs qui sont créés. Vous créez seulement et vous attendez qu'on vous donne tout. Ce n'est pas en réalité comme ça que ça doit se passer. Quand vous dites que chez nous on essaie de gérer, ce n'est pas en voulant gérer justement qu'on tombe dans le laxisme finalement et la désorganisation. Non, Très souvent c'est ce qui arrive. Oui, mais ça dit que chaque pays a son histoire. Il faut tenir compte de tous les contextes. Nous sommes en train de développer. Vous savez, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape de la professionnalisation du football, même si tous nos efforts en réalité convergent progressivement vers cela. Nous devons arriver à la professionnalisation. Pour l'instant, nous avons un statut un peu amateur. C'est pour ça que nous tolérons encore tous ces trucs. Nous essayons encore de soutenir les équipes. Vous savez, l'état de notre pays, le tissu industriel n'étant pas très développé, donc il n'y a pas beaucoup, les sponsors ne courent pas la rue et les clubs ont du mal à joindre les deux bouts. Et je pense en tout cas que pour un bon bout de temps, nous serons obligés de toujours travailler à accompagner ces équipes. Les sponsors ne sauraient accompagner un football qui n'est pas très bien organisé tout de même, ça vous le reconnaissez. Vous savez, depuis que nous sommes arrivés à la tête de la fédération, nous avons fait beaucoup d'efforts vers l'organisation. Mais je dis que, encore une fois, ces efforts... Vous avez été combattu à un moment donné dans cette lutte que vous menez. Est-ce qu'il y a des responsables de clubs qui s'en sont pris à vous parce que vous êtes trop exigeants sur certains aspects de l'organisation pratique des clubs? Vous savez que toute réforme engendre forcément des grincements dedans. Chaque fois qu'on essaie d'aller vers un effort d'organisation, il y a des réticences. Mais nous pensons que cela ne nous décourage pas. Nous essayons toujours, parce que nous privilégions toujours le dialogue avec les acteurs, mais nous essayons de leur démontrer le bien fondé et des réformes que nous proposons. Vous avez vu cette année, je vois souvent des critiques sur l'organisation à gauche, à droite, mais je vous assure que si vous regardez un peu en arrière, vous allez voir qu'en réalité, on a fait un grand bond en avant. Nous avons mis en place des ligues spécialisées pour organiser les compétitions, pour décharger un peu le comité exécutif qui doit se consacrer exclusivement aux tâches de conception. Donc nous avons mis les ligues spécialisées qui sont la Ligue professionnelle de football, la Ligue de football amateur et la Ligue football des jeunes. La Ligue professionnelle s'occupe normalement de l'organisation du championnat d'élite, les championnats de première et de deuxième division, et également la Coupe du Faso. Et vous avez la Ligue de football amateur qui s'occupe de l'organisation des championnats de troisième division et du football féminin. Et vous avez la Ligue football des jeunes qui s'occupe de l'organisation des championnats minimes, cadets et juniors. Donc, ça déjà, c'était un effort d'organisation. Nous essayons également d'organiser même un peu les clubs pour que tous ensemble, parce que le football c'est un sport collectif, c'est ensemble que les efforts doivent être fournis pour
parvenir à une organisation quasi parfaite. Quasi parfaite, la perfection n'étant pas de ce monde. Donc, alors, Monsieur Sita Sangaré, quand on regarde un peu l'évolution et l'histoire de ce football burkinabé là, en principe, après le titre de vice-champion d'Afrique, le football burkinabé devait atteindre quand même un certain niveau de maturité, même d'attractivité. Mais quand on va au stade aujourd'hui, c'est la déception totale. Les gens ne vont pas au stade, les matchs là sont d'un niveau quand même inadmissible à la limite. Bon, je suis en partie d'accord avec vous. Et quand on va au stade où on n'a pas beaucoup de monde qui arrive, mais cela n'est pas... pas... en tant que président, ça vous désole, ça vous fait mal de voir que les gens ne s'intéressent pas aux matchs du championnat de première division? Ça fait beaucoup mal. Parce que, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Et ça a son histoire. Et aujourd'hui, le public sportif n'aspire qu'à la gratuité. Vous savez, on parle... mais les gens payent pour regarder les championnats européens dans les vidéoclubs, les abonnements et autres. Oui, non, je sais. Bon, ça, c'est une autre forme d'impérialisme, de néocolonisation en vérité. Nous devons essayer de nous battre sur nos propres valeurs. Vous voyez, quand je disais que j'étais en partie d'accord seulement avec vous, par rapport au niveau du championnat, vraiment, je puis vous assurer que les assertions du genre, le niveau du football est bas, ce n'est pas du tout vrai. Allez-y, faites l'effort. Je vous dis, j'ai assisté à des matchs de deuxième division, de troisième division, de très belles factures. Là, vous défendez vos membres, tout simplement. Non, c'est des réalités. Je vous donne un exemple très simple. Et cette année, l'USFA a évolué en coupe de la Confédération de la CAF. L'USFA a joué contre le Kaokab de Marrakech. Au match aller disputé au Maroc, l'USFA a perdu lourdement 3-0. Au match retour ici à Ouagadougou, l'USFA a gagné 3-0. Et finalement, au tir au but, l'USFA s'est incliné. Et je vous dis qu'aujourd'hui, le Kaokab Marrakech continue sa progression et est en phase de poule de la CAF. Et les 2 premières journées, le Kaokab Marrakech a gagné ces 2 matchs. C'est pour dire que l'USFA avait réellement le niveau pour être à ce niveau. Donc, c'est pour dire de relativiser. C'est un indicateur, c'est un échantillon d'exemples qu'on peut avoir. C'est vraiment juste un exemple. Oui. Et puis, bon, c'est pas... Même le Racing Club de Bobo, bon, je pense qu'ils sont... On avait quand même beaucoup d'espoir sur le RCB. Quand on regarde le résultat final, là également... Et surtout l'organisation à côté, parce qu'ils ont un partenaire qui les accompagne efficacement. On s'attendait, bon, je pense qu'il y a eu... Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le club, finalement, n'a pas pu se montrer à la hauteur des espérances qui étaient placées en lui. Bon, je pense qu'ils vont rebondir parce qu'ils sont quand même tombés, il faut le dire, sur un os, parce que le stade malien est un vieil habitué des compétitions africaines, parce que rien que l'année passée encore, ils étaient en finale de la compétition. Bon, c'est un palier qui a été difficile à surmonter, parce que je sais qu'au match aller, ils se sont battus. Pendant longtemps, ils étaient à 1-1 avant de s'incliner 3-1. Bon, au retour, finalement, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Ils ont commencé très fort, ils dominaient cette équipe du stade malien. Et certainement, les jeunes gens, quand ils n'ont pas pu marquer, il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas marché. Et puis, ils ont encaissé un but du stade malien. Et depuis ça, ils ont un peu déjoué. Mais je me dis que bon, ça pourrait... En tout cas, je pense que on n'est pas très loin du niveau des autres. Vous l'avez dit, les gens aiment la gratuité, mais quand vous discutez avec beaucoup d'amoureux du foot au plan national, ils vous diront même si c'était gratuit, ce championnat, ce n'est pas évident que je puisse y aller. On se rappelle de Noufou Ouedraogo qui raconte les derbies Asfa et Fou. À l'époque, il y avait du monde dans le stade. RCB, RCB à Bobo Dioulasso, c'était également du grand monde. Mais maintenant, je voulais qu'on relativise un peu tout ça. Il y a eu un désamour tout de même autour du championnat. Non, je sais que ça... C'est des trucs, c'est un langage que j'entends, mais qui n'est pas totalement vrai, parce que au Burkina ici, allez-y à Koudougou, vous allez voir que les matchs, très souvent, les stades sont pleins. Allez-y à Bobo, vous allez voir des matchs, c'est toujours plein. Allez-y à Waïbouya, sur le terrain de Waïbouya, quoique Luizi soit en train de se battre actuellement pour ne pas descendre en deuxième division, vous avez des stades pleins. À Ouagadougou, même ici, c'est souvent parce que quand vous regardez le stade du 4 août, c'est quand même un stade qui est très grand et il est difficile à remplir. Mais je vous dis, il y a certaines rencontres du championnat ici où, quand c'est disputé au stade municipal, vous avez quand même une belle chambrée. Donc, je pense qu'il faut relativiser. C'est souvent ceux qui ne partent pas au stade qui se contentent des clichés et qui racontent. Et je répète encore une fois, le niveau du football, il n'est pas mauvais. Et il faut relativiser parce que quand vous allez ailleurs, parce que c'est un phénomène. Depuis que j'ai parlé de cette espèce
de colonisation des esprits qui se passe avec donc les bouquets canal qui sont là. Bon, je n'ai rien contre, hein, parce que j'avoue que moi-même, je regarde souvent. Mais je dis que... On était tous fiers de voir qu'un joueur comme Bertrand Traoré à Chelsea Voilà, jouait. C'était quand même une fierté nationale. Voilà, ne serait-ce que pour ça. Mais je veux dire que cela ne doit pas, ceci ne doit pas expliquer cela. C'est parce que les gens, ils ont tendance à regarder ces matchs et finalement, ils ne veulent pas se déplacer à leur pays. Je pense que vraiment, ce n'est pas lié à la qualité du spectacle qui est offerte. Les gens l'ont dit. Encore une fois, je vous assure que les championnats sont très disputés. Il y a de belles équipes. Vous voyez, regardez, nos juniors qui sont allés tenir le Congo Brazzaville en échec 2-2 là-bas après avoir été tenus en échec ici 1-1. Et je vous assure, les Congolais, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, ils étaient champions d'Afrique des juniors. Et je pense que ces garçons qui ont joué évoluent tous dans notre championnat national donc, ici. Pour vous, c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Alors, parlons maintenant de l'engouement même pour les stades. Les entrées, à qui profitent finalement ces sommes d'argent? C'est important. J'arrive. Avant de répondre à cette question, j'étais en train de dire que c'est même un phénomène qui n'est pas propre au Burkina. Je me rappelle que l'année passée, en Côte d'Ivoire, la fédération, face à la désaffection du public pour les stades, avait décidé de décréter l'entrée gratuite sur les terrains. Mais malgré tout ça, il n'y avait pas grand monde qui partait. Voilà pourquoi j'en ai parlé tout à fait. Oui. J'arrive. C'est une question qui est un peu culturelle aussi. Quand vous allez au Mali, et très souvent, les stades, les gradins sont vides, mais vous avez des équipes comme le stade malien, vous avez également le Djoliba de Bamako qui ont des supporters fidèles. C'est-à-dire qu'en réalité, cette question-là incombe aussi aux clubs. Cette responsabilité incombe aussi aux clubs qui ont un travail. Vous aviez parlé tantôt des Noufou et Drago, de Georges Marchal, qui étaient de grands animateurs, qui descendaient dans les quartiers pour mobiliser les supporters, qui partaient de service en service pour mobiliser un peu les supporters, qui savaient vendre en réalité leur club et les derbies qui approchaient pour que... Donc, je sais que c'est une responsabilité collective. Il faut regarder. Je suis d'accord avec vous parce que le football, c'est un spectacle. Vous voyez, les jeunes gens qui jouent, et ils ont besoin... Quand le stade est rempli, certainement que ça donne une autre allure à la rencontre. Ça les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, nous ne cesserons jamais d'appeler les gens à se déplacer pour soutenir les jeunes gens et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, vous parliez tantôt des recettes d'entrée au stade. Et je dois dire que, compte tenu justement de ce facteur, au moins 95% des matchs du championnat sont déficitaires. Vous savez, ne rapporte pas, c'est la fédération qui est obligée de se saigner maintenant pour faire face aux obligations. La fédération, il faut dire que avant, la fédération donnait pour chaque match, ce que les gens ne savent pas, lorsqu'il y a un match du championnat, la fédération donne de l'argent aux ligues régionales pour l'organisation matérielle sur le terrain. Et avant, ce montant, c'était de 100 000 francs, mais avec les pressions, nous avons... Donc, je vous ai dit qu'on donne des subventions aux clubs, on paye leur déplacement et leur hébergement, et en plus, lorsqu'il y a des rencontres du championnat, on donne également de l'argent à chaque ligue pour organiser. Et normalement, cet argent qu'on donne, c'était une subvention remboursable, c'est-à-dire c'est comme une avance qu'on faisait aux ligues pour organiser, et à la fin du match, sur les recettes du match, devait reverser ce montant-là, cette avance à la fédération. Mais c'est devenu vraiment comme une partie supplémentaire du budget des ligues. Parce que les matchs ne font pas recette. Nous disons que cette responsabilité est très partagée. Nous avons mené la réflexion au niveau du comité exécutif. Nous avons même souvent envoyé la Ligue du football professionnel sur le terrain pour essayer de vérifier. Et je vous assure que c'était très éloquent. Là où on les a envoyés, il y a eu des recettes ces jours, alors qu'habituellement, on nous déclarait toujours des recettes déficitaires. Quand ces gens sont partis, ils se sont mis à la porte, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe. Parce que généralement, les gens, ils viennent, on dit non, c'est quand même, moi je suis un tel, on le laisse, il rentre. Et comme je l'ai dit, c'est un spectacle. Bizarrement, ce n'est qu'au football, peut-être qu'on voit ces trucs. Pourquoi? Parce que quand il y a un artiste
musiciens qui doivent jouer, mais vous allez payer pour aller voir, pour aller le Vous voulez regarder. dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont permis à des gens de rentrer gratuitement pour regarder des matchs du championnat. C'est une triste réalité. Mais ces personnes, est-ce que vous les avez sanctionnées? Parce que quand même, c'est une perte. Non, quand vous regardez, je vous dis d'abord, parce que ces recettes-là, la fédération, comme je vous ai dit, 95% là c'est déficitaire. Au contraire, la fédération injecte chaque fois de l'argent à perte. Dans tous les cas, nous sommes prêts parce que nous voulons que les choses soient organisées et bien organisées. Nous donnons, c'est les ligues qui sont sur le terrain, ce n'est pas la fédération. Maintenant, les ligues, il y a eu plusieurs solutions qui ont été essayées. Hein. Les gens sont passés en temps par des vigiles, sont passés par des sociétés pour prendre des gens, pour être guichetiers. On est passé même par les clubs, que les clubs, chaque club désigne des gens qui vont être au guichet et aux portes d'entrée pour filtrer les accès. Mais je vous dis que toujours, la mentalité de gratuité a pris beaucoup de terrain. Vous allez voir des gens qui vont venir, je suis un ancien joueur, il faut que je rentre. Je suis un ancien entraîneur, il faut que je rentre. Je suis un ancien arbitre, il faut que je rentre. Mais justement, il faut penser aux clubs, à ceux qui jouent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont rien. S'il y a un peu de recettes, on peut partager ça entre les clubs. Mais s'il n'y a pas du tout de recettes, vous voulez qu'on fasse comment? Voilà. Alors, vous l'avez dit, M. Sangaré, est-ce qu'aujourd'hui, il n'urge pas que vous interpellez directement et frontalement, on pourrait le dire, les clubs, parce qu'il faut recruter non seulement des abonnés, et si on arrive à avoir le maximum, Ouagadougou fait au minimum 2 millions d'habitants. Pour un stade de 30 000 à 40 000 personnes, si l'ASFA il le faut avait fait un boulot de terrain comme le RCK ou encore l'USO, on n'en serait pas à des stades vides aujourd'hui. Non, en fait, la réflexion, je pense qu'elle est plus profonde que celle-là. Parce que j'ai dit, je pointais du doigt la responsabilité des clubs, mais ce n'est pas seulement à ces niveaux, à tous les niveaux. Même la fédération, elle doit aussi travailler. Elle doit s'assumer à ce niveau. Nous avons essayé de regarder les supporters, l'Union nationale des supporters des étalons. Ils ont également un grand rôle à jouer à ce niveau. Oui, mais des supporters qui passent tout le temps à être payés pour aller regarder les matchs des étalons, ça ne peut finir que par des stades. Nous avons déjà posé ce problème, mais nous sommes en train de voir, nous souhaitons que cette structure soit mieux organisée pour jouer vraiment son rôle. Elle doit descendre et mobiliser les supporters, leur apprendre comment supporter. Parce que je vous assure, aujourd'hui, nos équipes nationales, lorsqu'elles évoluent au Burkina, c'est la peur au ventre. Parce que nous avons un public qui ne supporte que lorsqu'il y a un but qui est marqué. Alors qu'au football, les jeunes gens ont surtout besoin des supporters quand ça ne va pas. Et c'est à ce moment, quand ça ne va pas, et je pense que souvent les joueurs, même sur le terrain, ils entendent les injures depuis les tribunes. Et ça, ce n'est pas très bien. Nous devons travailler nous travaillons avec les supporters pour qu'ils soient mieux organisés. Cette question de mobilisation des supporters, nous avons voulu, nous avons proposé à l'UNCE que nous allons, peut-être, lorsqu'on émet les tickets, nous allons donner ça à l'UNCE pour que l'UNCE aille auprès des bureaux de supporters de clubs, aller proposer des systèmes d'abonnement comme vous en avez parlé. Ça peut être l'alternative aujourd'hui. Nous avions dit, mais nous attendons, je pense que nous allons continuer ces efforts-là. Nous avons dit, on est prêt à regarder même la grille des prix, si on pense que les prix sont élevés, alors que vraiment, ça ne l'est pas du tout. Même à 300 francs, on peut regarder un match de football au Burkina. Exactement. Et ce n'est que la loge qu'on met à 1000 francs. Vous comprenez? Pour les matchs. Bon, je pense qu'il y a des efforts à faire, mais nous allons aller parce que vraiment, il faut que les supporters comprennent que c'est un sacrifice qu'ils doivent consentir pour permettre à leurs équipes de bien évoluer en participant aussi à la prise en charge des joueurs par leur club. Alors, le temps va vite parce qu'il y a tellement de bonnes choses à dire sur le football burkinabé. Vous avez parlé également de l'élargissement de la base du football au niveau de la 3e division et l'augmentation du nombre de clubs. Est-ce à dire aujourd'hui que c'est le recensement qui vous a permis de dire qu'il faut désormais restructurer à ce niveau avec 16 équipes réparties donc en 2 poules pour ce qui est donc du championnat national de 2e division? Non, vous savez, le constat qui a été fait, notamment au niveau de l'Assemblée générale de FADA, c'est que, vous voyez, comme je vous disais tantôt, tout club nouvellement affilié à la fédération est reversé en 3e division. Nous avons beaucoup de clubs en 3e division. Et malheureusement, le système de montée de la D3 vers la D2 était le système le plus compliqué parce que vous n'aviez qu'une équipe par poule qui montait. Vous avez plein d'équipes là-bas et la montée est très difficile. Vous avez la base qui est large et le haut, c'est comme un système d'entonnoir. C'est filtré. Bon. Quand vous montez en 2-2, vous avez quand même, là-bas, on a encore 2 groupes.
Vous avez aussi, on peut dire, même si c'est une équipe qui monte, ça va. Mais en 2-3, on ne peut pas faire ça. Les clubs se concentraient en bas et avaient des difficultés pour pouvoir monter. Donc, il fallait travailler à corriger un peu cette erreur. Maintenant, le tout, c'est dans les modalités. Quand nous avons regardé, l'année passée, en deuxième division, il y avait un problème. Nous étions en réalité à 24 clubs répartis en deux poules de 12-12. 12 dans la poule de Bobo, 12 dans la poule de... Voilà. Mais quand nous avons décidé donc de permettre aux clubs de troisième division de monter, ça fait qu'on s'est retrouvé donc du coup avec 8 montées et 4 par poule. Donc ça nous a conduit finalement à 32 clubs. Mais je pense c'est énorme, hein. On se demande comment vous allez vous débrouiller avec tous ces clubs, là, la prise en charge, les organisations des matchs et tout ça, ça va coûter cher. Par la grâce de Dieu, nous y arrivons. Tout est question de volonté. Le championnat aujourd'hui, en deuxième comme en première division, il reste 3 journées. Donc nous avons pu régler. Ce n'est pas tellement un problème, mais je pense que ça va venir progressivement, nous allons retrouver des effectifs un peu plus conformes. Il y a un fait Planète Champion, c'est un exemple parmi tant d'autres qui a fait rêver tout le peuple burkinabé. On se rappelle de ces jeunes, les Alain Traoré, les Pitroapa et autres, qui sont partis de ces centres de formation, qui sont devenus des stars du football mondial, on pourrait le dire. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la relève, vous ne mettez pas l'accent aujourd'hui? C'est devenu finalement une mine d'or pour des entrepreneurs privés maintenant. Chacun se lève, j'ai un peu de moyens, je crée maintenant mon centre de formation et puis bon, c'est ce qui va servir pour l'avenir du foot burkinabé. En fait, cela n'est pas mauvais en soi. Quand vous prenez le plan international, c'est comme ça. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Le football, c'est devenu un véritable business. Quand vous voyez le Paris Saint-Germain, on dit Qatari Saint-Germain en gros, parce que c'est des Qataris qui investissent. Même quand vous voyez le FC Barcelone aujourd'hui, c'est des intérêts étrangers qui sont là-bas. Vous avez le club d'Arsenal. C'est un peu partout, c'est comme ça. C'est des grands groupes industriels parce que nous avons un projet de rencontrer la chambre de commerce. Nous avions déjà fait le point pour intéresser nos opérateurs économiques au football. Parce que contrairement à ce qu'ils peuvent penser, l'investissement au football peut être très, très rentable. Quand vous choisissez, il faut endosser les clubs aux entreprises qui marchent aujourd'hui au Burkina Faso. Exactement. Parce qu'il faut bien des mécènes. Comme je l'ai dit, les charges d'un club sont énormes. Et normalement, quand vous regardez dans les clubs, même les présidents de clubs sont des salariés. Mais c'est ce que je vous ai dit, il faut qu'on aille progressivement pour arriver au professionnalisme. Les présidents de clubs et puis d'autres, il y a des salariés au niveau du club qui sont payés. Mais aujourd'hui, un président de club, c'est lui qui paye tout de sa poche en réalité. Et là, c'est pas simple au Burkina Faso parce qu'il n'est adossé à rien. Donc, nous encourageons, mais le problème des centres de formation que vous avez évoqué, c'est très réel. Planète Champion a apporté la plus grande satisfaction à notre football. Parce que vous avez vu, avant, nos petites catégories étaient rayonnantes. Parce que la Coupe du Monde pour le Burkina, c'était une formalité. Je rappelle simplement qu'à Trinidad et Tobago, nos cadets de l'époque, ont battu l'Argentine de Lionel Messi, qui était cadet à l'époque. Léo Messi est au sommet du foot mondial. Et que deviennent ces joueurs du Burkina Faso aujourd'hui? Exactement. Parce que certainement qu'il n'y a pas eu beaucoup de suivi. Et pourtant, ce n'est pas faute de talent. Ces jeunes gens sont très talentueux. Maintenant, il faut regarder les structures de suivi. Nous avons en tout cas un plan pour gérer toutes ces questions. Mais je dis qu'il faut pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il faut travailler à mettre les structures en place. Les centres de formation, nous devons bien les organiser pour qu'ils ne soient pas tournés essentiellement vers la vente des joueurs, mais pour la vraie formation. Qui peut être un problème sans doute aussi. Oui, et vous voyez, nous, en tout cas au niveau du comité exécutif, depuis que nous sommes arrivés, nous avons travaillé à remettre à jour la question de la relève. Nous organisons, depuis que nous sommes arrivés, ce qui ne se passait pas avant, nous organisons régulièrement les championnats des petites catégories. Que ce soit les minimes, les cadets, les minimes, les cadets et les juniors. On a organisé. Toujours pas de championnat donc pour les dames, ça il faut le dire aussi. Non, il y a le championnat des dames. Oui, mais le football féminin au Burkina Faso aujourd'hui est un peu délaissé au profit du football masculin. Ça, c'est une réalité. Je vais vous expliquer. Oui. Vous savez, on va aller rapidement parce que nous sommes pris par le temps. Non, on va aller rapidement. Mais le football féminin, demandez aux acteurs du football féminin, c'est depuis que nous sommes arrivés aux affaires qu'il y a eu une équipe nationale féminine qui a été engagée dans le comité. Ça n'avait jamais été fait. Aucune équipe nationale féminine n'avait été organisée. Nous les avons organisées. Nous les avons alignées à la CAN des femmes. Bon, malheureusement, on est tombé sur un très gros morceau. C'était le Ghana qui nous a battu en aller-retour 3-0. 3-0 ici, 3-0. Et nous, U20, nous les avons alignées avec beaucoup de satisfaction parce qu'elles ont éliminé
successivement Djibouti et l'Algérie, et elles sont tombées au dernier moment contre l'Éthiopie. Et je pense que c'est lié au contexte, parce que le jour où on a joué le match à Ouagadougou ici, on a été obligé de jouer à huis clos, parce qu'il y avait un événement, il y avait un deuil national qui avait été décrété. On a joué, nos jeunes dames ont perdu ici 1-0. Au match retour en Éthiopie, elles ont bien joué, mais le match est fini 0-0. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts. Le championnat de football féminin est régulièrement, depuis que nous sommes arrivés, on a régulièrement organisé ce championnat. Alors, M. Sita Sangaré, le temps va vite, il faut qu'on y aille également rapidement avec vous. Parlons maintenant des étalons, l'équipe Fagnon. Les étalons du Burkina Faso a une marche de la qualification pour la CAN 2017. Le prochain rendez-vous, donc, c'est pour début septembre. Donc, on espère que face au Botswana, ce sera fait. Mais quand vous avez une équipe nationale qui ne fait que voler qu'avec des joueurs qui sont sur le banc de touche, des joueurs qui viennent chercher la compétition à partir de l'équipe nationale, c'est tout de même paradoxal. Il n'y a qu'au Burkina, peut-être qu'on voit ce genre de situation. Et ils n'ont pas honte même de le dire. Je n'invente rien du tout. Non, vous savez, ça, si nous devons discuter, on peut en discuter de long et en large. Il faut comprendre aujourd'hui l'environnement du football. Je vous dis, en Europe, c'est extrêmement concurrentiel. Et vous avez des gens, au football aujourd'hui, en vérité, il suffit que vous ayez, je vais prendre un cas simple, parce que j'ai entendu certains de vos confrères épiloguer là-dessus, et je l'ai dit personnellement au joueur Alain Traoré, quand il a marqué son but, j'ai dit, c'est le bon Dieu qui est avec toi, parce qu'on l'a accusé. J'ai entendu, mais il ne joue pas, on ne l'accuse pas, mais il ne joue pas. C'est ça que je vais vous expliquer. Ce n'est pas du tout le talent de ce joueur. Vous savez, en réalité, Alain Traoré, souvenez-vous de notre qualification pour la CAN 2013. Alain Traoré, c'est lui qui nous délivre en marquant au bout des arrêts de jeu, sans quoi on était éliminé. Et nous sommes allés à la CAN. N'eût été la blessure d'Alain Traoré, je suis convaincu qu'il allait terminer meilleur buteur de la compétition. Parce qu'au moment où il était blessé, il était en tête des buteurs. Et il avait marqué déjà 3 buts, je pense. Et je vous dis... Avec ce somptueux but face à l'Éthiopie. Exactement. Et maintenant, est-ce qu'il faut crier sur ce joueur? Je vous dis que dans le contexte, si vous expliquez, parce que je connais précisément ce cas, Alain Traoré, c'est juste un problème avec son coach. Et il est resté le coach qu'il avait, Sylvain Ripoll. Parce que Alain Traoré, il était pratiquement le chouchou de son entraîneur de l'époque, Christian Gourcuff, qui est parti après entraîner l'Algérie. Et Sylvain Ripoll était l'adjoint de Gourcuff. Quand Sylvain Ripoll a eu les pleins pouvoirs après le départ de Gourcuff, il n'a plus voulu d'Alain Traoré. Voilà. Alors, et donc, on peut se dire, on peut aller rapidement. On peut se dire que les joueurs auraient pu quitter. Mais vous savez, les joueurs, il y a beaucoup de choses. Et je pense que Alain doit pouvoir quitter. Et je vous dis, quand on le dit, on pense qu'il n'a pas de compétence, parce qu'il ne joue pas avec l'équipe A, qu'il ne joue pas du tout. Il ne faut pas croire qu'Alain, il est mais couché il est tranquillement. régulièrement blessé aussi, ça c'est un fait. Mais qu'est-ce que vous voulez face à ça? La blessure est inhérente au milieu du football. Maintenant, l'entraîneur, parce que vous savez, la fédération n'intervient pas dans le choix des joueurs qui sont appelés par l'entraîneur. C'est la responsabilité de l'entraîneur. L'entraîneur, quand il vient, il parle. Aucun entraîneur aujourd'hui au monde, dans les grandes sélections en tout cas, ne prend, et dans les sélections nationales, ne prend une équipe, n'aligne des joueurs sans avoir consulté leurs fiches techniques. Il discute avec les clubs, il regarde, il s'est assuré que Alain était dans les dispositions. Non seulement, même s'il ne joue pas avec l'équipe première de Lorient, il joue avec l'équipe réserve. Et qu'il était en forme. Pour vous, c'est de la compétition. Vous êtes sûr que le Burkina va se qualifier à la CAN 2017? C'est sûr, avec le Botswana, ça va passer facilement, vous pensez? Je ne suis pas un Walkman, mais vous y croyez? Vous savez, cette question avait été posée une fois. Vous avez beaucoup de confrères qui ergotaient là-dessus. Moi, je suis un éternel optimiste. J'ai toujours dit que le Burkina doit être présent. Il y a un de vos confrères qui a demandé au cours d'une conférence de presse si on n'allait pas faire le croix sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis, pour l'avenir du football du Burkina, ce n'est pas bon. Je ne souhaite pas faire l'impasse là-dessus. Okay. Nous allons nous qualifier. Voilà qui est bien dit. Le groupe D, le Burkina Faso et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. On tombe sur le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Est-ce que c'est jouable pour les 11 nationales, vous pensez? Non, au football, c'est toujours jouable. C'est une question d'état d'esprit, une question de préparation également. Si vous êtes préparé, personne dans le milieu du football n'aurait misé 1 franc sur l'Islande pour battre l'Angleterre au niveau de l'Europe. Championnat européen. Et je vous dis, si vous êtes déterminé au jour du match, vous pouvez renverser des montagnes. Duarte a donné rendez-vous au peuple burkinabé en Russie en 2018. Et ça,
je salue son état d'esprit. Effectivement, je vous dis, lorsque nous signions le contrat avec Duarte, il nous a dit clairement que lui, c'est même pas la CAN qui l'intéresse, c'est la Coupe du Monde, parce qu'il connaît le Burkina, il a été au Burkina par le passé, et ayant eu la possibilité de revenir, son seul challenge, c'est de qualifier le Burkina pour une phase finale de Coupe du Monde. Paulo Duarte, un mot sur lui. Pourquoi jusqu'à présent vous continuez à signer des contrats avec des entraîneurs expatriés avec des clauses qui empêchent la population de savoir combien ils touchent par mois? Bon, cette question revient très régulièrement. Puisque c'est le trésor public burkinabé qui les paye. Donc il faut dire combien on paye les entraîneurs. Non, vous savez, grand journaliste que vous êtes, vous pouvez aller au trésor et vous allez avoir ces détails. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, président de la fédération, de donner ce chiffre? Très belle question. Ce qui m'empêche, c'est la clause de confidentialité qui est contenue dans le contrat. Mais ce n'est pas normal, puisque nous sommes dans un pays, il faut, quand on donne le salaire même du chef de l'État, pourquoi un entraîneur de football on refuse de donner son salaire? Il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Je vais vous donner un exemple très simple. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai commencé, c'est depuis... Mais vous aurez pu rompre cette manière de faire, oui. Non, j'arrive. On ne prie pas le temps, il reste que 5 minutes. Bon, ok. Mais je vais quand même, comme ça revient chaque fois cette question, à la vérité, depuis longtemps, les gens insèrent cette clause-là. C'est pour tenir compte un peu de la subtilité. Vous savez, dans notre milieu, les entraîneurs, quand ils prennent les joueurs, vous savez qu'on a des joueurs qui touchent au bas mot 50 millions de francs CFA par mois. Donc, si vous avez un patron, leur entraîneur, qui touche un salaire nettement plus bas, vous courez plusieurs risques. Ah, donc vous voulez dire que Duarte gagne aujourd'hui plus de 20 millions ou 25 millions? Moi je ne l'ai pas dit, vous êtes un grand journaliste. Vous donnez des indicateurs tout de même. Ce qui est certain, il doit être payé à un niveau lui permettant d'avoir un minimum d'autorité sur les joueurs qu'il aligne. Sinon, vous courez le risque de le voir accepter des dessous de table de joueurs qui en réalité ne sont pas bons, mais qui tiennent coûte que coûte à venir à l'équipe nationale. Donc, il faut donner un minimum de moyens. Et généralement, ce salaire est divulgué, les gens qui n'ont pas la moindre explication, on nous a même on va parlé passer de le temps. à un moment donné parce qu'on est dans un pays pauvre, les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Quand on Bon, voit qu'on donne 20 ou 25 millions à un entraîneur, c'est trop élevé. Je ne dis pas que parce que nous sommes dans un pays pauvre, mais il y a un fait, il y a un réel risque que les gens se mettent à plus épiloguer sur ce salaire que de se concentrer sur l'essentiel. Parce que vous voyez, parce que les entraîneurs, ils sont sur le marché, chacun vient, il propose son tarif, vous regardez. Si vous voulez, vous pouvez ne pas le prendre. Mais maintenant, en ce moment, il ne faut pas que les gens soient focalisés sur les résultats. Donc, jusqu'à ce que Sita Sangaré quitte la présidence de la fédération, on ne connaîtra jamais le salaire d'un entraîneur expatrié. Non, vous savez que moi, je suis quand même un magistrat et je ne peux pas me permettre de violer une clause contractuelle que vous ne pouvez pas, en tout cas vous n'allez pas me Très bien, voilà la fenêtre qui est bien ouverte. Vous êtes le directeur de la justice militaire, on vous reproche tellement de choses, il y a eu des changements qui sont intervenus à ce niveau. Jusqu'où on ira avec ces changements? À quand finalement le procès du putsch et du dossier Thomas Sankara? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces changements, justement, ça a été opéré dans le seul souci d'accélérer la procédure pour arriver. Je veux pas... Une justice expéditive? Non, pas du tout. Nous travaillons dans le plus grand professionnalisme, n'en déplaise à ceux qui veulent penser autre chose. Les changements ne vont pas impacter sur la procédure normale des dossiers? Est-ce qu'il n'y aura pas un processus de recommencement du traitement des dossiers? Non, je vous explique. C'est très simple. Vous savez, lorsque vous êtes là, d'abord au niveau du parquet, pour le changement du commissaire du gouvernement, on dit généralement en matière de droit que le parquet est un et indivisible. Le procureur, il travaille avec un certain nombre de substituts, ils sont interchangeables. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Contrairement aux magistrats du siège qui sont inamovibles, les magistrats du parquet, eux, ils sont amovibles parce qu'ils sont soumis à une stricte subordination hiérarchique. Ce n'est pas... J'ai vu des... Y a-t-il eu des changements pour sanctions éventuellement? Moi, je vous dis que tous ces changements ont pour but de faire accélérer la procédure. Apparemment, le dossier Guillaume sera emporté des gens. Non, je veux pas. Je pense que nous sommes là d'abord pour parler football. On a mais je vous donne, c'est juste une petite indication pour rassurer tout le peuple burkinabé que notre seul souci, c'est de parvenir au jugement à bonne date. Et la bonne date pour vous, c'est quand? D'ici la fin de l'année? Nous avons souhaité que tous les... Vous savez, au tribunal militaire, nous avons 4 dossiers emblématiques. Nous avons le dossier coup d'État, dossier putsch. Nous avons le dossier Thomas Sankara. Nous avons le dossier que nous avons appelé association de malfaiteurs. Il s'agit de ceux-là qui se sont réunis courant
décembre ou peut-être avant ça, projetant, ça c'est pas l'attaque de Nimdi, ça c'est un dossier spécifique. Il y a l'association des malfaiteurs, ceux qui projetaient et qui n'ont pas pu parce que ils ont été interpellés avant. Donc nous avons ces 4 dossiers et tous ces 4 dossiers, nous travaillons sereinement à ce qu'ils soient effectivement, parce que ne vous y trompez pas, il y a parmi ceux qui ruent dans les brancards aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent à ce que ce procès n'ait jamais lieu. Et il aura lieu. Nous disons fermement que ce procès aura lieu parce que le peuple a le droit de savoir pourquoi, alors que notre peuple a beaucoup souffert et s'attendait à voir la sortie du tunnel, des gens se sont mis en travers de la voie pour perpétrer un coup d'État. Aujourd'hui, si des gens veulent présenter ces gens en victimes, c'est leur problème. Nous disons que nous devons aller coûte que coûte au procès et en garantissant également leurs droits parce qu'ils ont les avocats pour ceux qui en ont les moyens et on les ceux qui n'en ont pas, régulièrement. Ils auront des avocats commis d'office. Ça, c'est la règle parce que c'est des dossiers criminels. Voilà qui est bien. D'ici Tassangari, une dernière question que vous allez répondre en 10 secondes. Candidat encore une fois de plus pour un nouveau mandat à la tête de la fédération en septembre, c'est sûr? Tout dépendra de la volonté de ceux avec qui nous travaillons. Vous, personnellement, vous êtes prêt à relever le défi? Le football, l'émission est finie. Ce n'est plus un commentaire, juste une question directe. Oui ou non, vous êtes candidat? Nous aviserons. Merci. Point final pour l'émission Le Grand Déballage avec Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football. Vous l'aurez remarqué, on a tellement de choses à dire que 45 minutes, c'est finalement insuffisant. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Si éventuellement il était candidat en septembre prochain et qu'il était réélu, eh bien, il reviendra sans doute, je l'espère, pour qu'on puisse encore en parler. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur Burkina Info.